à l'extérieur, quelqu'un qui voit ce livre, bon, il peut bien se demander, bon, mais c'est qui ce monsieur qui peut dire de telles choses? Alors, donc il était nécessaire que je montre que la personne qui parle a une expérience ordinaire comme celle de dizaines de millions d'Africains, qui n'a rien d'extraordinaire. Donc au début, je fais un parcours autobiographique, essentiellement pour cette raison, mais en préparant bien sûr les aspects essentiels du livre, notamment la vision d'espoir et la vision du développement également inspirée par l'œuvre et la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, bien entendu, il y a des aspects, des faits qui ont contribué peut-être à approfondir la recherche, parfois accélérer même la publication du livre. Alors voilà. Racontez dans le livre votre propre expérience, vous avez vécu. Je raconte. Dans le premier temps, c'est un livre qui s'apparente un peu à une sorte d'autobiographie, mais qui termine par le vécu. En fait, au début, c'est un parcours autobiographique, mais parsemé quand même de difficultés. Bon, je n'ai pas connu personnellement une adolescence facile. Parsemé de difficultés, mais bon, je montre à travers en fait le vécu que lorsqu'il y a la solidarité, la détermination, la foi, il n'y a pas d'obstacle qui soit insurmontable. Ça, c'est valable au niveau individuel. C'est quelque chose qu'on peut également transposer au niveau national. Ensuite, donc là, le parcours autobiographique, il y a une démarche des journalistes qui m'inspire. Je fais ensuite un arrêt sur image. L'arrêt sur image, c'est la période de détachement dans l'administration, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais au cœur en fait du suivi de la formulation et du suivi des programmes de politique économique, essentiellement ceux menés avec le Fonds monétaire international. Voilà, mais ce que je montre, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, parce qu'il n'y a rien de nouveau, bon, c'est assez simple, accessible à tout le monde. Il y a une question importante dans votre livre, c'est la question du leadership en Afrique, et surtout dans nos pays. Pourquoi le leadership est un facteur de développement? Tu sais, Alassane, moi j'ai fait mes classes préparatoires à Bordeaux. Les classes de mathématiques supérieures et spéciales. Ce qui me frappait à l'époque, compte tenu de tout ce que j'entendais de la France, c'est que Bordeaux n'avait rien d'extraordinaire par rapport à ce que je connaissais, ce que je vivais à Dakar, ce que je connaissais de Dakar. Mais je suis retourné parce que, comme tu sais, Bordeaux a été dirigé pendant 25 ans par une même personne. Je suis retourné quelques années après que l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle encore, Alain Juppé, ait pris en charge donc la mairie de Bordeaux. En 5 ans, il y avait des transformations extraordinaires. Vraiment, on sentait qu'on était dans une grande ville d'une des principales puissances mondiales. Je me suis également beaucoup intéressé à travers, peut-être dans le cadre de mon travail, à travers les voyages, au cas de la Malaisie. La Malaisie, comme vous savez, c'est aujourd'hui une référence mondiale. C'est un pays émergent qui a des ambitions de figurer parmi les nations développées et il n'y a aucun doute qu'ils y arriveront. Alors, j'étais surtout frappé par le fait que les Malais, dans leur façon de vivre, dans leur quotidien, ils nous ressemblaient beaucoup.
le sens de la famille, la religion, tout. On ressemble beaucoup au Mali. Je n'arrivais pas, mais je me suis dit, mais si tant est que c'est accessible à cela, mais pourquoi pas nous? Mais en Malaisie, il y avait une qualité de leadership extraordinaire. Extraordinaire. Je crois que c'est des questions sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Il y avait une qualité de leadership extraordinaire, des leaders exemplaires, parce que l'exemplarité est importante dans le leadership. On ne peut pas dire aux populations, suivez-moi, mais ne faites pas comme moi. Un bon général, il dit à ses troupes, suivez-moi et faites comme moi. Mahathir, donc il a su transformer la Malaisie en une vingtaine d'années. Mais il avait eu des leaders, il y a eu des leaders précédents qui avaient beaucoup investi dans l'éducation, mais quand même le décollage de la Malaisie, c'est essentiellement lui. Il y a une qualité de leadership extraordinaire dans ce pays-là. C'est quoi? C'est l'exemplarité. Parce que, Alassane, tu sais, parler d'une vision sur une vingtaine, une trentaine d'années aux populations, parfois à des populations qui ne sont pas suffisamment formées, ce n'est pas quelque chose de très simple. Donc il faut que les populations sentent que la vision commence à prendre forme à travers ceux qui l'incarnent. C'est pour ça que l'exemplarité est extrêmement importante dans le leadership. Et puis, mieux, mais nous, on a eu cela. On a eu quand même des leaders spirituels exceptionnels. Si exceptionnels que les populations, quand même, ont parfois l'illusion que même tous leurs aïeux détiendraient en fait une partielle de leur lumière. Et voilà, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas malheureusement trop développer, on n'aura pas le temps, mais le leadership et la qualité du leadership... C'est-à-dire que les leaders doivent montrer le bon exemple dans leur façon de faire, de vivre, c'est eux qui doivent pousser les populations à le suivre dans le droit chemin. Et ça demande des qualités aussi. Ça demande des qualités, ça demande de l'exemplarité. L'exemplarité, elle est fondamentale dans le leadership. C'est, comme je dis, vous tracez, le leader, il est porteur d'une vision. Une vision, c'est une vision à long terme. Ce n'est pas sur 5-10 ans, c'est sur 20, 30, 40, 50 ans. Mais comment voulez-vous que les populations croient, adhèrent à cette vision s'ils ne sentent pas en fait qu'elle commence à prendre forme à travers ce qu'il incarne? L'exemplarité, bon, c'est pas des choses individuelles. Le leadership, la Malaisie, le leadership, c'était pas exclusivement Mahathir. C'est Mahathir et un ensemble en fait de personnes, un ensemble de hauts fonctionnaires, un ensemble d'acteurs du secteur privé, tous déterminés en fait à changer le visage de la Malaisie. Ils y sont arrivés. Si cela est possible en Malaisie, c'est parce qu'il y a eu quelque part une sorte de consensus autour de certaines valeurs, autour de certaines orientations, de certaines visions partagées. Le problème, c'est que dans nos pays, il n'y a pas ce consensus. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans des situations de recherche économique de l'argent, sans penser aussi à l'avenir du pays. Alassane, tu as raison. Le consensus, il est en Malaisie, même les pires ennemis de Mahathir ne remettent pas en cause sa vision, ne remettent pas en cause le fait qu'il est honnête, ne remettent pas en cause le fait qu'il a l'amour de la Malaisie. Par contre, il est attaqué sur sa vision de la démocratie, etc., etc. Donc il faut un consensus sur un certain nombre de valeurs essentielles. Moi, je ne comprends pas. Alors, comment nous, nos aïeux, sont parvenus il y a 8 siècles, à établir des consensus qui font qu'aujourd'hui, le Séréré-toi et le Alpulaar ont des rapports extraordinaires. Le Camara et le Diarisso sont, en fait, je pense au cousinage à plaisanterie, établis en fait
par nos aïeux dans le cadre du pacte du Kouroukan-Fouga. Alors, je ne comprends pas que nos aïeux soient parvenus à cela il y a plus de 8 siècles et qu'aujourd'hui encore, nous tâtonnions sur les questions de consensus en fait national. Et le consensus, bon, je trouve que c'est bien hein, ce que les gens ont fait dans le cadre des assises. Bon, mais allez demander aux commandés sénégalais c'est quoi le contenu en fait des assises. Bon, allez savoir. Cela ne pose pas un problème beaucoup plus profond. C'est le problème de l'alphabétisation de nos citoyens, la maîtrise de notre propre langue nationale. On a vu que dans le monde, aucun pays au monde s'est développé avec une langue étrangère. Nous fonctionnons avec le français, avec lequel nous parlons en ce moment dans cette émission. Et qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui ne comprennent pas peut-être ce qu'on a entendu dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y avait un projet quand même du président de la République Abdoulaye Wade d'alphabétiser l'administration pour que les gens puissent comprendre les langues nationales et que les citoyens puissent être adhérés au projet de société. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas jusqu'au fond des choses. Non, Alassane, tu as raison. D'abord, il faut pouvoir se focaliser sur l'essentiel. Je ne sais pas, si vous déclinez une vision qui tient sur, sur 400 pages, moi-même je ne la lirai pas. Je n'ai pas le temps, vraiment je ne la lirai pas. Une vision, elle doit être, pour être partagée, il faut qu'elle soit accessible en fait au plus grand nombre. Donc il faut pouvoir se focaliser sur l'essentiel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, quel projet de société on peut mener avec des populations qui n'ont absolument aucune idée de là où vous voulez les mener? Et qu'à cela ne tienne, le taux d'alphabétisation au Sénégal, il tourne bon an, mal an autour de 39%. Quel projet de société viable pouvez-vous mener avec une population analphabète à 60%? Aucun. Donc l'alphabétisation, il n'y a pas dans l'histoire en fait de l'humanité, dans l'histoire récente de l'humanité, un seul pays qui ait connu en fait un début d'émergence sans une alphabétisation de masse des populations. Tu en as parlé tout à l'heure. Abdoulaye Wade avait eu cette idée. Il a eu en général d'excellentes idées. On en reviendra. Le problème, c'est surtout posé en fait au niveau de l'exécution. Il avait eu l'idée à l'époque d'alphabétiser les fonctionnaires dans les langues nationales, mais c'est une véritable, ça a été une véritable catastrophe. Pourquoi? Mais la personne, je ne sais pas si je dois en pleurer ou rire. La personne, en fait, moi, dans le groupe où j'étais, par exemple, la personne qui était censée nous former nous disait qu'elle ne comprenait pas le Wolof mieux que nous. Alors, non, c'était du n'importe quoi. Ils ne sont pas partis chercher ceux qui sont alphabétisés, qui comprennent bien la langue pour les utiliser. Bon, c'est des choses sur lesquelles on va venir tout à l'heure. Abdoulaye Wade, il avait d'excellentes idées. Mais je crois que ce qui importait pour lui, c'était à l'époque, c'était plutôt le coup médiatique. Bon, il avait lancé l'idée, la presse s'est mobilisée autour de ça. On en a parlé 2-3 jours, mais dans l'exécution, c'était vraiment du n'importe quoi. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi peu sérieux. Bon, bien entendu, je ne suis pas sûr qu'il y ait même un seul fonctionnaire qui ait suivi ce programme d'alphabétisation durant toute la période prévue. L'année 2005 a été quand même exceptionnelle pour le Sénégal. Le pays a vu ses dettes effacées, aussi bien multilatérales que bilatérales. Le Sénégal avait pratiquement, en ce moment-là, énormément d'argent pour sortir du sous-développement, pratiquement 100 milliards par an pendant 10-15 ans. Pourquoi ça n'a pas marché? Alassane, tu sais, Abdoulaye Wade a eu une opportunité que je ne dirais pas qu'aucun autre chef d'État sénégalais en fait ne l'aura pas, mais
cas, peu de chefs d'État l'auront. En 2005, on avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc on nous a effacé une bonne partie de la dette extérieure. On a bénéficié également de l'initiative d'annulation de la dette multilatérale. Si tant est que la dette extérieure, qui faisait plus de 60% du PIB, était ramenée pratiquement à 18% du PIB. En termes d'annulation, en termes d'argent frais, ça correspondait à 80 à 100 milliards, en fait, pas sur 10 ans, mais sur 15-20 ans. Par an. Alors, également, dans nos rapports avec le Fonds monétaire, tu sais, le Fonds monétaire, il intervient dans les pays pour financer des déficits de balance des paiements. Mais plus simplement, dans le cas de nos pays, le Fonds intervient pour combler des écarts de financement. C'est-à-dire que vous avez un déficit, vous mobilisez donc un financement extérieur, un financement intérieur. Donc il y a un gap qui est là. Le fonds vient compléter. Le fonds vient